Bon, mesdames et messieurs, ne faisant plus de politique, je peux donc m'affranchir de certaines prudences. Et puisqu'on m'a invité à parler, je vais en profiter pas simplement pour parler, mais pour dire ce que je pense. D'abord, monsieur le maire de Versailles, je voudrais dire mon admiration. Être maire de Versailles par les temps qui courent, vous portez à vous tout seul le poids de l'histoire. Ayant été maire de Neuilly pendant 20 ans, ce n'est pas un obstacle à une grande carrière politique. Mais enfin, il faut se donner un peu plus de mal que les autres. Et j'aime beaucoup François parce que c'est un homme de conviction. Valérie, merci de m'avoir invité. Tu n'y étais pas obligée. Je vois tout le mal que tu te donnes pour diriger cette région Île-de-France. J'admire ton travail, je te félicite de ce que tu fais. J'ai répondu oui, d'abord par amitié pour toi, et deuxièmement, parce que je ne peux pas cacher mon inquiétude sur une forme de disparition de l'Occident dans l'état du monde. Alors, on va dire, il est devenu fou. Il est invité pour parler d'architecture et il met le débat à ce niveau-là. Ben, le Grand Paris, il est à ce niveau-là. Il n'y a pas d'opposition, je le dis aux élus de terrain, entre s'occuper de la vie quotidienne de vos concitoyens et de porter une vision pour savoir où on va. Eh bien, pendant des siècles, l'axe du monde était un axe occidental. Ce n'est pas être un décliniste que de dire que l'axe du monde est aujourd'hui oriental. Et si on ne le voit pas, c'est qu'on ne veut rien voir. Et d'ailleurs, il y a une raison à cela, une raison démographique. Sur 7 milliards d'habitants, il y en a 4 milliards en Asie. Et si vous additionnez l'Occident tel qu'on le voyait, c'est moins de 800 millions. Et de surcroît, comme si la difficulté ne suffisait pas, on en tire la conclusion de se diviser. Et les Anglais qui se disent qu'ils ne sont pas européens, ça alors. Et les Catalans qui se disent qu'ils ne sont pas espagnols, ça alors. Et je pourrais continuer. Donc il y a une inquiétude. Et je le dis ici dans une école d'architecture et devant des architectes, parce que l'architecture, mesdames et messieurs, est le baromètre exact de l'équilibre et de la situation d'une société. Une société vivante, construite, bâtie, une société qui s'apprête à mourir, est une société qui n'a plus de projet. Et d'ailleurs, je ne me permettrai pas de dire que j'aime les architectes, parce qu'aimer les architectes, c'est leur donner deux choses, pas des mots, la liberté et du travail. Parce que l'architecture a besoin de liberté et de travail. Parce que vous pouvez additionner tous les discours que vous voulez. Si la dernière association a le pouvoir d'empêcher de faire, et si toute l'énergie d'un pays est mise au service de bloquer ce pays, et si on dit aux architectes qu'il n'y a pas d'argent, eh bien, on peut faire tous les discours sur l'importance de l'architecture mourra. Et une société... Je me disais, mais ils ont changé, Frédéric, il n'y a plus de réaction, quoi. À ce point de mon propos, je voudrais vous dire pourquoi j'ai voulu le Grand Paris. Et je vous le rappelle, et je remercie Franck Riester, le ministre de la Culture, de ce qu'il a dit, de son amitié. Il sait que j'ai de l'amitié pour lui aussi. Et que l'appréciation qu'on a sur les personnes n'a rien à voir avec la politique. Et on peut avoir des désaccords politiques, des divisions politiques, et on peut apprécier des gens. On peut d'ailleurs avoir des accords complets en politique et pas apprécier les gens. Excusez-moi, c'est une vieille réminiscence. Bon, évidemment.
Il y a des réflexes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est comme ça. Avant de partir, Carla m'a dit ça va bien? J'ai dit oui, très bien, bien sûr. Enfin bref, j'ai de l'amitié pour le ministre. Mais je voudrais vous dire une chose, que si j'ai eu l'idée du Grand Paris, si j'ai voulu le Grand Paris, chère Valérie, c'est parce qu'on était en crise. C'est parce que l'Occident s'effondrait. Que dis-je l'Occident? Le monde s'effondrait. Et pour la première fois depuis 1929, on voyait successivement toutes les régions du monde qui s'effondraient, tous les secteurs économiques du monde qui s'effondraient. Jusqu'à présent, il y avait eu la crise de l'Asie, la crise de l'Europe, la crise de l'Argentine, la crise du Brésil. Là, c'était tout qui s'effondrait. Eh bien, je veux affirmer que la culture est une réponse à la crise, qu'elle ne peut pas souffrir de la crise. Et cher Franck, tu peux interroger l'excellent Frédéric Mitterrand, je n'ai jamais accepté qu'on touchât à son budget au prétexte de la crise, parce que pour moi, quand il y a la crise, le budget de la culture doit augmenter, parce que la culture est une réponse à la crise. Ou alors, on voulait nous faire mourir guéris. C'est un autre sujet, j'aurai l'occasion dans d'autres secteurs de dire ce que j'en pense. Et quand il y a la crise, la tentation, c'est de se raidir, c'est de se recroqueviller, c'est d'arrêter. Alors que la seule réaction possible dans la crise, c'est de multiplier les initiatives. Et c'est pour ça que votre initiative, chère Valérie et cher François, est excellente. Je veux dire que non seulement la crise, contrairement à ce qu'on dit des petits esprits à l'époque, ne rendait pas impossible le Grand Paris, mais c'est la crise qui, au contraire, lui donnait toute sa légitimité. La deuxième raison, c'est que je ne fais plus de politique, mais je ne peux pas accepter de renoncer à l'ambition française. J'aime mon pays. Et pour moi, la France, elle n'est la France que si elle est grande, que si elle voit grand, pas quand elle voit petit. C'est le contraire. Il y a tant d'autres pays pour voir petit, pas la France. Et pour moi, la France, c'est pas mettre 40 ans pour s'apercevoir qu'il ne faut pas mettre pour faire Notre-Dame-des-Landes. Non, attendez. Je ne prends pas position, chère Valérie, pour savoir s'il fallait ou pas. Non, mais... Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu manques d'ambition à ce point? Mais Notre-Dame-des-Landes, on peut être pour, on peut être contre, c'est un vaste débat et je ne me permettrai pas, n'ayant pas les éléments, de porter un jugement. Ce que j'observe dans Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'au fond, cher Franck, les forces de ceux, légitimes ou pas, qui ne veulent pas faire, sont plus grandes que celles de ceux, après tout aussi légitimes, qui voulaient faire. Voilà ce que je veux dire. Voilà en quoi Notre-Dame-des-Landes est un sujet qui concerne le Grand Paris. Je vais y revenir. Il y a une ambition française. Et pour moi, je ne peux pas me résoudre à être la moitié de mon temps, je suis à l'étranger, à voir partout des grues, des chantiers, des métros fantastiques, des musées. Et puis revenir ici, on me dit, bon, on a renoncé à cela, là, ici, parce qu'il y avait le crapaud à dos doré. C'est pas moi qui ai ri, mais qui fait qu'on ne peut pas faire. Vous comprenez que cette phrase magnifique de Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Être fidèle à la France, ce n'est pas conserver la France comme on a laissé. C'est que chaque génération qui a la responsabilité de la France porte la France au niveau de l'excellence et au niveau de la prise d'initiative. Je ne peux pas, et je ne pouvais pas accepter qu'on renonce à une ambition française. Et le Grand Paris, c'est une formidable ambition française.
Et ça sortait du débat. Ah, vous savez, les Français n'aiment pas Paris, n'aiment pas la région de France. C'est faux. On n'aime pas quand vous êtes petit. Quand vous voyez grand, vous tirez tous les autres. D'ailleurs, dans mon esprit, le Grand Paris, j'y reviendrai, va bien au-delà de l'Île-de-France. La troisième raison du Grand Paris, c'est que je crois à l'architecture comme un art majeur. Mais quand on parle de la Renaissance, quand on parle du gothique, quand on veut un point de repère sur une époque, il y a deux arts majeurs. L'architecture, parce que oui, je ne sais plus qui l'a dit, très bien dit, je crois que c'est toi, François, on ne paye pas, c'est plein d'accès, on est dans la rue, on regarde. Et l'architecture est le témoignage d'une époque. Est-ce que ça allait bien, cette époque-là, ou est-ce que ça allait mal? Et l'autre, c'est la musique, qui sont les deux moments qui permettent d'avoir la connaissance de comment fonctionnait une société. Alors après, on me dit les polémiques. Mais moi, je pense que le drame, c'est quand il n'y a plus de polémique. Ben là, on est au cimetière. On est dans la tombe. Il n'y a plus de polémique, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Mais vous voyez que quand Pompidou, génial, a installé en plein cœur du centre de Paris, Beaubourg, mais tant mieux qu'il y ait cette polémique. Elle témoignait de quoi? De la vitalité d'une société. Quand Mitterrand, Frédéric, a fait la pyramide de paix, oui, mais ça... Cher Frédéric, il n'y a que toi qui penses qu'on peut confondre. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais moi, je me souviens, j'étais un jeune parlementaire. Et je regardais stupéfait cela. Mais la polémique sur la pyramide de paix, aujourd'hui, il n'y en a plus d'ailleurs, comme il n'y en a plus sur Beaubourg. Mais c'était un témoignage de vitalité. Je pourrais prendre bien d'autres exemples. Mais aujourd'hui, si quelqu'un avait l'idée de faire la Tour Eiffel, qui est le symbole de Paris, mais vous voyez les associations. Mais qu'est-ce qu'il viendrait dire, hein? Et d'ailleurs, chère Catherine, est-ce que le château de Versailles est conforme au plus... Oui, bien sûr. Il a dû évoluer depuis. Donc, il y a quelques années, il y avait eu un débat, mais particulièrement stupide, on interrogeait les Français ou Parisiens, je ne sais plus, pour savoir s'ils étaient pour ou contre les tours. Alors, ça n'a aucun sens. Je suis pour les tours qui sont belles. Je suis contre les tours qui sont moches. Comme si le mitage pavillonnaire était l'ambition qu'on devait porter. C'est comme la densité, et j'approuve les deux mains ce que tu as dit, Valérie. Mais la densité est un faux débat. Est-ce que quand vous êtes à Manhattan, vous vous dites c'est trop dense? Vous avez vu les nouvelles villes qui se font? Ça n'a pas de sens. Donc, cette ambition, le problème de la tour Montparnasse, non, c'est pas que c'est une tour, c'est qu'elle est ratée. Vous enlevez 10 étages à la tour Montparnasse, ça ne l'arrange pas. Enfin, c'est un goût très personnel, mais après tout, on a le droit. Bon. Et j'approuve d'ailleurs le projet de la tour Montparnasse, le futur, qui est intelligence de l'administration et des architectes. On augmente, je crois, de 30%, et on en fait un bâtiment qui fera honneur à Paris. Mais ça restera une tour. Ceci n'a aucun sens. Je voudrais dire un mot aussi. J'ai voulu le Grand Paris parce que je crois dans le beau. Mais c'est incroyable. Au nom du fait que le beau est relatif, on n'a pas le droit d'en parler. Ça alors, au nom de cette prétendue égalité et de cette prétendue originalité, qui est un nivellement généralisé, le beau est sorti du débat public. Et j'admire les maires.
Il vaut mieux construire laid mais légal, monsieur le préfet, que beau et prendre un risque. Parce qu'à ce moment-là, alors, oui, aligner les cubes, de préférence au moins 10 ans, hein, qui ne vous décevra pas. Ça sera vraiment moins 10 ans. Et vous n'aurez pas d'ennui. Prenez une initiative forte qui restera pour les siècles et les siècles, et vous devrez affronter polémique, médiocrité, jalousie, contrôle, destruction. Mais c'est le contraire de l'esprit français. Et si on avait plaqué cela sur le passé, tout ce qui fait ce dont nous sommes fiers n'existerait pas. Alors après qu'il y ait des débats, cher monsieur le ministre, cher Franck, sur Notre-Dame, est-ce qu'il faut faire en bois? Bon, honnêtement, mais c'est un débat qui est utile. Personne n'a la réponse. Il témoigne de quoi ce débat? De la vitalité d'un pays qui ne veut pas mourir et qui veut qu'on prenne des initiatives. Un mot sur les infrastructures. Valérie est très bien fait de parler de Paul Delouvrier. Mais c'est un élément essentiel dans ma décision de vouloir le Grand Paris. Depuis Paul Delouvrier, il n'y avait plus, pardon, c'est sans doute un peu rapide ce que je dis, mais de grandes infrastructures structurantes sur Paris et sur la région parisienne. Et les infrastructures, c'est essentiel. Comment voulez-vous que nous rattrapions le retard abyssal qui est en train de se creuser entre l'Occident et l'Orient si nous n'engageons pas un gigantesque effort d'infrastructure? C'est fichu. Les infrastructures, partout, ils font des nouveaux musées. Quand Bilbao s'est trouvé en faillite, ils ont fait le Guggenheim. En pleine crise européenne, celle-ci de 2010, qu'a fait Athènes? Ils ont fait un nouveau musée au Parthénon qui est remarquable. Les grincheux, un peu ridicules, qu'il y a dans tous les pays, on dit mais comment ils ont les moyens, alors qu'on est en crise, de faire ce musée? Bon, aujourd'hui, le musée reçoit des millions de visiteurs et produit de la richesse. Et Bilbao, sans le Guggenheim, que serait-il? Comment ça fonctionnera? Et Abu Dhabi, qui veut être un hub entre l'Europe et l'Asie, il ne veut pas simplement à Abu Dhabi que les gens passent par l'aéroport, ils veulent qu'ils descendent, et le Louvre à Abu Dhabi, qui sera suivi du Guggenheim à Abu Dhabi, qui sera suivi de 2 autres musées. C'est la réponse. Un pays qui prend des initiatives, qui réalise des infrastructures, c'est un pays qui veut vivre. Un pays qui arrête tout, c'est un pays qui ne peut plus vivre. Moi, je vous le dis très clairement. Pour moi, le Grand Paris, ça va jusqu'au Havre. J'aime beaucoup le Premier ministre. Mais le Havre, dans mon esprit, c'est le port de Paris. Et comment faire du Havre un des plus grands ports d'Europe s'il n'y a pas un moyen de sortir les marchandises qui arriveront à quai? Mais moi, je vous le dis comme je le pense. Je crois que pour les Hauts-de-France, il faudra faire le Grand Canal Seine-Nord, parce qu'il permettra à la France de profiter de sa centralité en Europe. Mais j'ai voulu le Grand Paris, mais pour moi, il fallait le Grand Lyon ensuite, et le Grand Marseille pour faire de Marseille la capitale culturelle de la Méditerranée. Il n'y a pas que l'Île-de-France qui a le droit au mot grand. Il s'agissait de créer une dynamique positive tournée vers l'ambition, les infrastructures et le futur. Quand nous avons fait, je disais à Valérie, TGV Bordeaux, il y a eu des tas d'histoires de l'équilibre financier, d'un ennui mortel. Je reviendrai, il manquait 15 millions. Bon, je veux dire un peu agacé, on a décidé, on l'a fait. L'immobilier a pris 60% à Bordeaux. Qui vient me parler des 15 millions qui manquaient? Qui? On dit
Strasbourg, capitale de l'Europe, formidable. Il manquait 25 km pour terminer le TGV Est. C'était quand même pas la preuve qu'on croyait à l'avenir de Strasbourg. Comment le financer? Après, vous avez expliqué pourquoi j'ai voulu le Grand Paris, comment le financer. Je veux d'abord tordre le cou à une idée fausse, une idée destructrice, qui consiste à dire qu'on ne fait un projet que quand on a de l'argent. Comme il n'y a jamais d'argent, vous ne faites jamais de projet. Ça, c'est un truc d'inspecteur des finances. Là, on n'est pas au congrès des inspecteurs des finances, hein, ce n'est pas la biennale des inspecteurs des finances. Non, mais vous pouvez m'inviter aussi à la biennale des inspecteurs des finances, j'y viendrai bien. J'y viendrai bien volontiers, ça me fera très plaisir. Après tout. Il n'y a jamais l'argent. J'ai été ministre des Finances, j'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai été président de la République. Il n'y a jamais de l'argent. Mais vous croyez que Louis XIV avec l'argent pour faire Versailles? Et d'après vous, le château, il est amorti depuis? Ça me fait plaisir parce qu'il y a une dame au deuxième rang là qui dit, elle a réfléchi et elle a compris. Il n'y a jamais l'argent. Il n'y a jamais. C'est le faux prétexte. Pourquoi? Parce que le projet, le raisonnement est très simple. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et ça, c'est la base de tout. Et Franck, tu sais, tu n'as pas eu la chance d'être ministre de la Culture quand j'étais président, mais bon. C'est une erreur de ma part, et peut-être aussi de la tienne d'ailleurs. Bon. J'ai voulu la Philharmonie. Je l'ai tellement voulu d'ailleurs que mon aimable successeur, qui inaugurait en 2012 la Philharmonie, ne m'a pas invité à l'inauguration. Ça, j'ai pas. Au moins, j'ai dérangé personne. Mais je me souviens d'une discussion avec mon Premier ministre de l'époque. Nous étions en 2010, 2011, et il n'y avait pas l'argent. Peut-être. Mais Paris, c'est la capitale de la musique. Qui aujourd'hui, donc j'ai imposé la Philharmonie, qui aujourd'hui viendrait, cher Frédéric, nous reprocher d'avoir fait la Philharmonie? Qui? Personne. Il n'y avait pas l'argent. Mais la Philharmonie porte en elle-même sa cohérence. Moi, vous savez, quand je vois le Grand Moscou, en 3 ans, ils ont inauguré une 60aine de stations de métro. Je me dis, non seulement il y a urgence, Franck, mais il faut aller vite. Une grande ambition, c'est une ambition qu'on met en œuvre, pas une ambition qu'on décrit. Alors, tu pourrais dire à juste titre, enfin, le temps, les architectes, les projets, bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Mais la rapidité d'exécution vous donnera les marges de manœuvre. À l'époque, on parlait du métropolitain parisien. 74 ans pour l'amortir. Ils avaient l'argent? Naturellement qu'ils n'avaient pas l'argent. Mais qui viendrait à l'idée de dire que c'était une erreur de faire le métropolitain parisien, comme on disait à l'époque? Personne. Il y a une 50aine de gares ou une 60aine de gares dans le projet. Vous prenez un compas, vous faites 500 mètres autour, et le prix de l'immobilier va exploser autour de cette nouvelle gare. Le Grand Paris, je l'affirme, pas parce que c'était mon idée, mais parce que j'y crois, le Grand Paris, avant de coûter de l'argent, il rapportera de l'argent, parce qu'il sera le témoignage de l'ambition française et de la croissance française. Voilà la réalité des choses. Elle est là, la réalité des choses. Si vous voulez autre chose, alors vous m'invitez à la Biennale des comptables. Que j'aime beaucoup. Mais enfin, chacun son métier. Les élus, nous, on est là pour porter une ambition. Oserais-je dire, cher Frédéric, un rêve. Un rêve, une ambition française. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu devenir président de la République si je n'avais pas eu un rêve? Et qu'est-ce qui fait la noblesse de l'engagement politique? C'est d'avoir un rêve.
une ambition, de voir en grand, d'être un maire, de voir en grand pour sa commune, pas de voir en tout petit. C'est ça qui compte. Vous êtes la région capitale, tu disais, la première région d'Europe, démontrez-le. Et on le démontre en voyant grand, pas en voyant rétréci. Et l'argent, je le dis comme je le pense, l'argent, il viendra parce qu'on ne s'est pas trompé. Le Grand Paris, c'est une vraie idée. D'ailleurs, la preuve que j'ai une vraie idée, quand je l'ai annoncé, j'ai eu un concert de critiques. Bon, aucune importance. Mais pour vous dire la force du Grand Paris, même mon successeur n'a pas réussi à le démolir. Non, mais il n'a rien fait. Bon, ça, c'est déjà pas mal, parce qu'il aurait pu... Il y a d'autres secteurs, c'est pas contenté de rien faire. Mais malgré ça, le Grand Paris a survécu. Et d'ailleurs, dans mon esprit, Valérie Franck, le Grand Paris, ce n'était pas mon affaire. Même si j'espérais être élu, je savais bien que même en 10 ans, je n'en verrais pas le bout. Mais ça n'a aucune importance. On se transmet le bâton de responsable en responsable, de génération en génération. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie, Franck, dans le président Macron, c'est qu'il ne considère pas que tout ce qui a été fait avant, en tout cas par certains, il a raison. Il faut voir les choses comme ça. Et donc le Grand Paris avait vocation à dire. Et après vous, d'ailleurs, on continuera à parler du Grand Paris. Il faut y aller vite. Il faut donc aller vite. Et tout ce que je pourrais faire pour vous aider à convaincre, et je le dis en pesant mes mots, de bousculer un peu les choses. Alors le dernier point, en m'excusant d'avoir été trop long, c'est celui du mécano institutionnel. Bon, je veux évacuer aucune des difficultés. Je veux dire ce que je pense, pas pour ça que j'ai raison, mais je veux dire ce que je pense. J'ai voulu le Grand Paris, et j'ai voulu le Grand Paris des projets, pas le Grand Paris, cher Patrick Ollier, mon ami, de l'institution. Parce que j'étais persuadé, je vous le dis à tous les deux, que compte tenu de surcroît des problèmes politiques qu'il ne faut pas ignorer, avec un maire qui n'avait pas la même couleur politique que les autres, en tout cas à un moment de l'histoire, que si on voulait faire le Grand Paris de l'organisation, on n'aurait rien. Et je me suis dit en plus que comme les Français étaient si sceptiques sur la politique, la seule façon de montrer que ce n'était pas une idée que je lançais en l'air comme ça, c'était au lieu de partir des politiques, moi qui suis l'incarnation même de la politique, j'ai voulu qu'ils partent des architectes. Vous voyez, c'est assez original d'ailleurs que quelqu'un qui a la politique qui coule dans son sang ait choisi à ce moment-là de laisser le leadership, non pas aux élus, que j'ai toujours aimé et soutenu, quel que soit par ailleurs leur engagement, mais aux architectes. Parce que je me suis dit, eux, ils vont faire des projets, ils vont les mettre sur la table, et tout d'un coup, l'ensemble de la population d'Île-de-France va comprendre qu'il se passe quelque chose. Et ils ont fait un boulot fantastique. Bon, c'est pas toujours simple de parler avec eux. Si, oh non, vous êtes très difficile quand même. Comme tous les gens talentueux, vous savez, un pur sang, ça se manie pas exactement comme un cheval de selle qui a 32 ans avec des débutants dessus. Donc, mais ils ont eu un talent, une imagination. D'ailleurs, j'ai une reconnaissance pour eux, il n'y a eu aucune jalousie. Ils ont travaillé des équipes internationales de très haut niveau. Ils ont travaillé main dans la main, jour et nuit. Et ils ont fait un boulot fantastique. Je dois dire que nos architectes, on peut en être fiers. Bon. Et il ne faut pas abandonner cette logique. Le Grand Paris fonctionnera si c'est le Grand Paris des projets. Alors après, comment on organise tout ça? Mais je vous le dis comme je le pense, c'est inorganisable au début. Pourquoi? Parce que la région, et c'est tout à fait normal, dit « j'ai vocation économique, taille, légitimité à embrasser le territoire ». Et tout le monde dirait, moi le premier, la même chose. Les départements,
Ils ne veulent pas disparaître. Mais qui veut disparaître? Dis-moi qui? Comment cette discussion? Bon, on va discuter. Alors vous, fini. Ben non, je ne suis pas d'accord. Bon, donc, les communes ne veulent pas disparaître non plus. Et qui bon. Donc, et vous voyez bien, non mais, on peut en rire. Il y a quelque chose d'un peu picrocolin dans tout ça. On peut en rire. Mais en même temps, au fond de soi, si on met Valérie à la place du maire, non, je ne dis pas de nom pour mettre à ta place, il n'y en a pas. Mais chacun se bat pour sa survie. Et Patrick, la métropole qui commence à exister, je dis, mais attends, si on... Bon. Donc, pour moi, la seule bonne chose, c'est d'y aller vite, de faire en sorte que l'État soit moteur, cher Franck, parce que moi, je me reconnais dans l'appel de Valérie, le Grand Paris, pour le mettre sur les rails, ça ne peut être que l'État. Et je vous le dis, comme je le pense, mais alors vraiment, sans aucune arrière-pensée politique. Et quand je dis l'État, je dis le président de la République. Parce que qui, dans ses mains, a le pouvoir, même s'il a beaucoup de difficultés, d'ennuyer le président, il ne fait pas tout, de pouvoir manager l'administration, les élus, c'est le président de la République. Et le Grand Paris, ça doit être le projet du président de la République. Au pluriel, des présidents de la République. Il booste, il casse les résistances, il entraîne le projet, il met les gens autour de la table et, pardon de vous le dire, on tranche les problèmes institutionnels une fois les équipements réalisés. C'est quand même drôle de devoir se battre pour savoir qui va diriger un équipement qui n'existe pas et que si ça continue, on ne verra jamais. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait plus intelligent de dire on fait, on réalise, et après qui dirige? Moi j'ai une idée. Celui qui veut payer. Eh bien exactement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il y aura d'ailleurs moins de candidats. Beaucoup moins de candidats. Bon. Et avec cette martingale-là, on peut avancer dans la logique du Grand Paris. Vous le voyez, je n'ai pas perdu ma passion pour ce Grand Paris, je n'ai pas perdu ma passion pour la France et pour l'architecture. Je remercie Valérie de se battre pour ce projet, qui est une chance pour sa région, mais je ne veux en terminant que pas un seul d'entre vous pense que dans mon esprit, Monsieur le Préfet, ce n'était un projet que pour la région parisienne. C'est une vision de la France, d'une France qui ne veut pas mourir. Et cette France, elle ne veut pas mourir, même au détriment des idées à la mode selon lesquelles tout se vaut, on est tous égaux, il n'y a que l'horizontalité qui compte. Moi, je crois qu'au contraire, que ce qui est important dans la France d'aujourd'hui, ce n'est pas l'égalitarisme, c'est la différence. Et si tout d'un coup, au lieu d'aimer cette égalité qui veut qu'on déteste que le voisin est plus que nous, on aimait la différence qui fait qu'on adore chez le voisin ce qu'il y a chez lui et il n'y a pas chez nous. Bon, vous l'avez compris, j'étais content d'être avec vous. Merci.